Imaginez la scène. Tandis que vous levez votre verre sous les feux d'artifice, l'Europe resserre lentement son étreinte sur Kaliningrad, sans le moindre bruit. Tout autour, la ville brille, résonne de rires et de vœux. L'atmosphère semble suspendue, mais sur la carte, la mer Baltique s'assombrit d'une tension invisible, comme si une main invisible enserrait le passage vital de ce petit territoire russe. Qui, ce soir, surveille les détroits? Qui remarque que, sans tapage, certains ferment doucement les routes maritimes. Il n'y a pas de communiqué anxieux, pas de projecteurs braqués sur la Baltique, seulement des mesures discrètes enveloppées de discours écologiques et sécuritaires. C'est le genre de nuit où les grands bouleversements se faufilent, en silence, sous couvert de normalité. Peu à peu, chaque navire, chaque cargaison devient suspect. Les passages se contractent, les contrôles se multiplient, et l'espace se réduit comme une peau de chagrin. Kaliningrad, enclave russe en Europe, se retrouve piégé dans une mécanique silencieuse que nul n'ose nommer, comme si prononcer son nom risquait de déclencher un mécanisme caché. La Baltique se transforme. Ce n'est plus une mer d'échange, mais une bouteille dont le goulot se ferme sous nos yeux. Maîtriser ce passage, c'est tenir entre ses mains l'équilibre stratégique de toute l'Europe, comme autrefois le contrôle de la mer Égée déterminait le sort de la Grèce antique. Ce scénario n'est pas une fiction. Il s'installe sans éclat, caché derrière des règlements neutres et de nobles préoccupations environnementales. Fermer les yeux, c'est accepter de se réveiller un matin dans une Europe fragilisée, sans comprendre comment tout a basculé. Imaginez un matin où le prix du gaz explose, où les rayons des supermarchés de Gdansk à Vilnius se vident et où personne ne sait vraiment pourquoi. Pour saisir l'ampleur de ce qui se joue, il faut quitter les lumières de la fête et regarder la Baltique telle qu'elle devient, le nouveau terrain d'un affrontement silencieux. Songez au canal de Suez pendant la crise de 1956. Une simple fermeture et la moitié du commerce mondial vacille. La Baltique, aujourd'hui, pourrait devenir le nouveau Suez de l'Europe du Nord. Mais pourquoi ce verrouillage progressif et comment Kaliningrad est-elle devenue si vulnérable? Pour répondre, il faut remonter aux origines de cette enclave et à la position unique qu'elle occupe en Europe, comme une pièce d'échec coincée entre deux reines adverses. Ce qui paraît n'être qu'une banale friction maritime masque en fait une stratégie patiemment affinée depuis plusieurs siècles. La notion de strangulation logistique n'est pas nouvelle. Déjà au début du XIXe siècle, la Grande-Bretagne avait étranglé l'économie de Napoléon par le blocus continental, coupant les échanges vitaux. Plus près de nous, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'encerclement de Leningrad a illustré à quel point l'asphyxie pouvait être mortelle. La mer Baltique n'est pas simplement une étendue d'eau sur une carte. Elle pulse comme une artère maîtresse, irriguant l'économie, la logistique et l'énergie de tout le nord de l'Europe. Cargos, matières premières, électricité, même le gaz naturel, tout y circule, observé en permanence. C'est le couloir par lequel transitent le blé polonais, le bois finlandais, le pétrole russe et désormais même les datacables sous-marins reliant la Suède à l'Allemagne. Pourtant, derrière ce balai routinier, un piège invisible se referme. Cette approche ne date pas d'hier. Dès le XIXe siècle, pendant la guerre de sécession américaine, le général Winfield Scott a conçu le fameux plan Anaconda, étrangler l'ennemi en bloquant ports et axes vitaux jusqu'à la suffocation. Pas de coup d'éclat, pas de charge héroïque, juste une pression lente et inexorable. Le sud des États-Unis, privé de sel, de munitions, de coton à exporter, a fini par s'effondrer sans qu'un seul soldat nordiste n'ait franchi les remparts de Richmond. Ce modèle a évolué, mais la logique demeure. Les blocus militaires d'antan se sont mués en armes administratives. Régulations pointilleuses, normes écologiques strictes, restrictions sur les assurances maritimes, contrôles douaniers interminables. On ne parle plus de blocus, on invoque la sécurité, l'environnement, la protection. Par exemple, en 2022, la Lettonie a invoqué des normes sanitaires pour ralentir le transit des céréales, créant des files de camions de plusieurs kilomètres. Dans cette partie d'échec mondial, maîtriser les routes vaut mieux que conquérir des terres. L'ancien conseiller Brzezinski l'a résumé, qui contrôle les nœuds logistiques tient la région. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de chars ou de missiles, mais de goulets réglementaires et d'incertitudes savamment orchestrées. Regardez comment la Turquie, en contrôlant le Bosphore, pèse sur la mer Noire tout entière. Le même principe s'applique à la Baltique. Le vrai danger? Sous-estimer cette stratégie feutrée, c'est ignorer une menace qui s'infiltre goutte à goutte. Pas de crise visible, mais chaque nouvelle règle, chaque exigence verte, chaque restriction ciblée s'empile. Et la Baltique, mois après mois, devient la bouteille dont le goulot se referme lentement sur Kaliningrad. C'est l'art du salami slicing. On grignote tout, tranche par tranche, jusqu'à ce que la cible soit isolée sans même s'en apercevoir.
Alors, sous quel visage concret cette tactique séculaire s'exprime-t-elle aujourd'hui autour de Kaliningrad? Ce n'est plus un simple jeu de navires et de frontières. Les pressions s'exercent désormais par des leviers invisibles, dont les effets se font sentir jusque dans la vie quotidienne. Par exemple, une entreprise de transport russe basée à Kaliningrad a récemment vu ses licences suspendues sous prétexte de vérification écologique, alors même que ses concurrents européens circulaient entre librement. Le piège ne se referme pas d'un seul coup. Chaque étape du blocus de Kaliningrad est méticuleusement orchestrée, loin du tumulte d'une opération militaire classique. Ici, la géographie, la bureaucratie et le silence des chancelleries européennes conspirent en douceur. Imaginez-vous conducteur de camion en transit. Il y a 5 ans, vous traversiez la Lituanie en une journée. Aujourd'hui, il vous faut 3 jours, une dizaine de documents, et chaque passage de frontière est accompagné d'une fouille minutieuse. Le processus commence par le resserrement discret des routes maritimes. À l'est, le golfe de Finlande se transforme peu à peu en entonnoir. Chaque navire doit franchir une suite de contrôles renforcés, dont la rigueur s'accroît semaine après semaine. À l'ouest, les détroits danois, seuls accès vers la mer du Nord, deviennent des goulots surveillés en permanence. Les passages se réduisent à une poignée de chenaux étroits. Un incident, même mineur, peut tout bloquer pendant plusieurs jours. Souvenez-vous du blocage du canal de Suez par l'Ever Given. Un seul navire et le commerce mondial paralysé pendant une semaine. Rien n'est laissé au hasard. Les zones de contrôle écologique s'étendent officiellement pour protéger la faune et surveiller la pollution. Mais sous couvert d'environnement, l'objectif réel s'affirme, ralentir, filtrer, décourager certains cargos. Inspection, retard, demande de nouveaux documents, chaque voyage vire au casse-tête administratif. Officiellement, tout reste légal, mais les obstacles s'accumulent à chaque étape. Une cargaison de pièces détachées pour l'industrie automobile russe, bloquée en douane pendant 10 jours, peut paralyser toute une chaîne de montage. C'est la tactique invisible de l'étranglement. Plutôt qu'un blocus affirmé, on multiplie les formalités, jusqu'à ce que le flux commercial s'étiole sans que personne ne puisse accuser ouvertement. Les files d'attente s'allongent, les coûts explosent, des contrats s'effondrent. La pression ne porte jamais de nom. Elle se dilue dans les règlements, les horaires, les justifications anodines. Pour un observateur extérieur, tout semble normal, mais pour les usagers, la situation devient insupportable. La Baltique change de visage. Elle n'est plus une mer ouverte, mais une bouteille dont le col se resserre chaque semaine. Chaque nouvelle règle, chaque mesure temporaire referme un peu plus l'étau. Kaliningrad, enclave russe, devient prisonnière de ces corridors hyper contrôlés. À mesure que les flux se tarissent, la vulnérabilité de la région s'aggrave. Le moindre retard menace tout l'équilibre économique de l'enclave. Imaginez un supermarché de Kaliningrad. En quelques semaines, les rayons de produits au frais se vident, les prix des carburants flambent, l'inquiétude gagne la population. Ce silence assourdissant est le plus frappant. Aucune annonce à Bruxelles, aucun scandale relayé par les médias. L'Europe occidentale détourne le regard, consentant tacitement à l'asphyxie progressive. Officiellement, il n'y a ni crise ni blocus, seulement une série de mesures techniques, toujours justifiables, jamais contestées. C'est la même logique qui prévalait lors du blocus de Berlin en 1948. Tout est fait selon les règles, mais le résultat est sans appel. Pour Kaliningrad, l'étau devient une menace vitale. Plus les flux diminuent, plus la dépendance à l'extérieur se fait dangereuse. Un simple contretemps pourrait paralyser la région entière. Derrière la routine apparente, c'est la survie même de ce territoire qui se joue, chaque semaine plus précaire. Pensez à la Crimée après 2014. Coupée du continent, la pénurie d'eau et d'énergie a vite montré les limites d'une enclave isolée. Mais cette stratégie, aussi discrète soit-elle, ne s'invente pas du jour au lendemain. Elle s'inscrit dans une histoire longue où la Baltique a toujours été un terrain d'expérimentation géopolitique. Au Moyen-Âge, la Ligue hanséatique imposait déjà ses propres blocus pour contrôler le commerce du sel et du hareng, étouffant les villes concurrentes. La mer Baltique peut-elle devenir un champ de bataille sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré ? C'est la question obsédante qui traverse les chancelleries et hante les ponts des navires, alors que chaque manœuvre autour de Kaliningrad fait trembler l'équilibre régional. Lors de la crise des missiles de Cuba, il a suffi de quelques navires surveillés pour que le monde retienne son souffle. Ici, la tension monte de la même manière, insidieuse et inquiétante. Premier danger, un glissement discret, du simple blocus de fait, masqué derrière des justifications écologiques ou sécuritaires vers une confrontation ouverte. L'histoire locale fourmille d'exemples où une tension latente a éclaté brutalement.
sabotage, mines, incidents inexpliqués. Chaque fois, la ligne rouge a été testée, parfois franchie dans un silence assourdissant, parfois avec des conséquences irréparables. En 1914, la mer du Nord a été minée par la Grande-Bretagne pour empêcher la flotte allemande de sortir. Un acte discret, mais qui a changé le visage de la guerre maritime. Aujourd'hui, l'étau se resserre et 3 scénarios s'affrontent. Premier scénario, une acceptation tacite, suivie de négociations ardues, où l'Europe et la Russie cherchent à désamorcer la crise sans perdre la face. Deuxième scénario, l'envoi d'escortes militaires pour protéger le passage, affichant clairement que la mer ne sera pas abandonnée sans résistance. Troisième scénario, la frappe directe, même limitée, qui transformerait instantanément la Baltique en zone de guerre ouverte. Chacune de ces options recèle le risque d'un engrenage, d'une escalade hors de contrôle. Souvenons-nous de l'engrenage de Sarajevo en 1914. Un incident minuscule a embrasé le continent entier. Kaliningrad concentre toutes les tensions. Cette enclave russe coincée entre la Pologne et la Lituanie n'est plus seulement une base militaire, c'est désormais le test ultime de la volonté collective européenne et de la tolérance de Moscou. Au moindre incident, ce territoire peut devenir déclencheur, prétexte ou exemple redouté. Imaginez une coupure d'électricité majeure attribuée à une cyberattaque ou à un sabotage. La crise pourrait dégénérer en quelques heures. Le temps, lui, joue contre la stabilité. La fenêtre de décision se referme à l'approche de janvier 2026, quand plusieurs accords précaires arrivent à terme, menaçant de bouleverser l'équilibre politique régional. L'attentisme devient un pari mortel. Chaque mois sans solution augmente le risque d'escalade, d'une crise humanitaire ou d'un précédent qui pourrait redéfinir la sécurité de toute l'Europe. Songez à l'exemple du Kosovo, où l'absence de solution rapide a conduit à un conflit ouvert. Chaque choix pèse lourd. Céder équivaut à accepter une nouvelle norme d'étouffement silencieux. Résister, c'est risquer l'embrasement. Mais attendre, c'est peut-être courir le risque ultime, celui de perdre tout contrôle sur le destin de la région. Les conséquences pourraient être imprévisibles. Un conflit gelé, une partition de l'enclave, voire un exode massif de la population locale. Le jeu se durcit et chaque acteur avance ses pions sans certitude de l'issue. Reste à savoir qui osera franchir le seuil en premier. L'histoire a montré que ceux qui hésitent trop longtemps finissent de souvent par subir les décisions des autres. Comprendre la mécanique de l'étouffement, c'est déjà se donner une chance d'y résister. L'histoire nous apprend que l'asphyxie ne s'abat jamais d'un seul coup. Elle s'installe par une succession de petites mesures, presque invisibles, qui finissent par ôter toute marge de manœuvre. Le piège se referme toujours lentement, sans bruit, jusqu'à ce que l'on se rende compte qu'il est trop tard. C'est la leçon de la montée des sanctions contre l'Iran. Année après année, le pays a vu ses marges de manœuvre s'éroder jusqu'à l'asphyxie économique. Alors comment éviter d'être captif de ce processus ? Première piste, surveiller chaque évolution réglementaire et chaque discours public, même anodin. Sous une nouvelle norme écologique, derrière une annonce sécuritaire, peut se cacher une restriction insidieuse. Ignorer ces signaux revient à se préparer à être pris au dépourvu lorsque l'étau se resserre. Les associations de transporteurs, par exemple, doivent alerter leurs membres dès l'apparition de nouvelles exigences documentaires. Deuxième piste, refuser la dépendance à des routes uniques ou à des circuits de fragiles. Diversifier les flux logistiques, renforcer l'autonomie de chaque région, ce sont là des stratégies de survie. Entreprises comme État doivent investir dans des alternatives de transport, de stockage et d'approvisionnement. Plus l'économie devient souple et locale, moins elle est stable et vulnérable aux blocages ciblés. La Finlande, après la crise ukrainienne, a investi massivement dans des ports alternatifs et des réserves alimentaires pour ne plus dépendre d'une seule route. Troisième levier, la transparence médiatique. Quand l'information circule sans entrave, il devient bien plus difficile de faire passer des restrictions pour de simples ajustements techniques. Médias, experts et citoyens doivent questionner, comparer, exposer ce qui se joue dans les interstices des règlements et des fermetures discrètes. La publication de rapports indépendants, comme ceux du Stockholm International Peace Research Institute, permet de lever le voile sur les dynamiques cachées. Apprendre du passé est tout aussi essentiel. Les ports bloqués lors de la guerre de sécession, les couloirs verrouillés dans les stratégies du XXe siècle, chaque époque a connu des formes différentes d'étranglement. Pourtant, la règle demeure. Ceux qui anticipent, diversifient et dénoncent gardent une longueur d'avance sur ceux qui subissent sans comprendre. Les exemples de Singapour ou de Rotterdam montrent que la résilience logistique se construit à long terme, bien en amont des crises.
Enfin, la vigilance citoyenne reste le meilleur rempart contre la banalisation des restrictions. Chaque alerte, chaque interrogation publique, chaque mobilisation pour réclamer des comptes complique la tâche de l'étouffement silencieux. La défense des libertés ne peut être déléguée au gouvernement seul. C'est à toute la société de protéger ses propres espaces. Les manifestations contre le verrouillage de certains ports, même modestes, ont parfois permis de desserrer l'étau, comme à Gdansk en 1980. Négliger ces leviers, c'est accepter que l'histoire se répète et que les libertés soient sacrifiées sur l'autel de la stratégie et de la force. D'autres sociétés se sont déjà laissées surprendre par le piège du silence. Soyons lucides, restons sur nos gardes. L'Union européenne, en renforçant le dialogue avec ses voisins, peut anticiper ces tensions et élaborer des plans d'urgence. Mais que se passe-t-il concrètement lorsque ces dynamiques se cristallisent autour d'un territoire comme Kaliningrad ? C'est là que la géopolitique cesse d'être abstraite et bouleverse la vie quotidienne. Imaginez un habitant de Kaliningrad qui découvre que ses économies ne suffisent de plus à acheter de l'essence, ou un étudiant obligé de quitter son université par manque de livres et de fournitures importées. L'histoire ne se forge plus à coups de sabre ou de canon. Aujourd'hui, elle se tisse à travers des décisions invisibles, prises à huis clos. Et vous, que feriez-vous à la place de ceux qui tirent les ficelles ? Choisiriez-vous la négociation, la résistance ou l'attentisme ? En mer Baltique, ce qui se joue dépasse de loin un simple affrontement régional. Ce sont des choix discrets, presque anodins en apparence, qui modèlent lentement l'équilibre de tout un continent. En 2022, la fermeture temporaire d'un port lituanien a suffi à faire monter les prix des matières premières en Allemagne et en Suède. En une poignée d'années, la frontière entre temps de paix et état de crise s'est brouillée. Derrière les fermetures de ports ou les nouvelles normes de navigation, on trouve des outils silencieux d'une vieille stratégie. Contrôler, isoler, sans jamais oser prononcer le mot « blocus ». C'est la logique de la zone grise, où tout est fait pour éviter l'affrontement direct, mais où la pression est constante. Rien n'est laissé au hasard. Les architectes de ces mesures s'appuient sur des siècles de précédents, de leçons tirées de la guerre de sécession à la guerre froide. Ils adaptent des méthodes éprouvées à notre XXIe siècle, où chaque règlement peut devenir une arme insidieuse. On se souvient du pipeline diplomatie lors de la crise ukrainienne, le gaz coupé, les villes plongées dans le froid, sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Mais la menace ne s'arrête pas aux frontières de Kaliningrad. Un étouffement progressif, même partiel, risque de plonger toute la région dans l'incertitude. Hausse des prix, pénurie, tensions politiques. Ces conséquences pourraient en toucher chacun d'entre nous, bien au-delà des rivages de la Baltique. Le prix du blé ou du bois en France pourrait s'envoler, entraînant une inflation généralisée. Fermer les yeux, c'est accepter que d'autres décident de notre sécurité et de notre avenir sans nous consulter. C'est abandonner une part de notre influence et de notre prospérité. Rester spectateur, c'est devenir complice d'un jeu silencieux, dont les effets seront, eux, bien tangibles. Il suffit de se rappeler le choc pétrolier des années 70 pour comprendre à quel point les flux lointains peuvent bouleverser notre quotidien. La véritable question n'est donc pas si ce scénario va trop loin, mais ce que nous sommes prêts à faire pour rester vigilants, nous informer et défendre notre place dans le débat européen. L'équilibre est so fragile, il suffit que tout le monde détourne le regard pour qu'il s'effondre. L'histoire regorge d'exemples où l'indifférence collective a permis aux crises de prendre racine, de la montée du rideau de fer à la crise financière de 2008. Soyez attentifs. La prochaine étape pourrait se jouer sans que personne ne s'en rende compte. Parfois, le silence est plus dangereux qu'un coup de tonnerre. La vigilance, l'action collective et la mémoire historique sont nos meilleures armes pour ne pas laisser l'étau se refermer sans retour.